Mais avant de venir ici à Metz, j'ai également fait avec François Facio un point de presse qui s'est tenu à Combaillot, parce que on est sur un territoire qui est excessivement divers, la 4e circonscription de l'Hérault, et un territoire où il y a de fortes identités. Imaginez bien que le Cévenol de Ganges n'a rien à voir avec certainement les gens de l'étang de Thau, que les gens du Larzac n'ont pas non plus de grande proximité avec les gens de la périphérie urbaine de Saint-Gély-du-Fesque, que les gens du Lot-des-Voies sont aussi des gens différents, des gens du Pixel-Loup. En fait, il y a sur cette circonscription vraiment plusieurs identités, plusieurs territoires. Et j'avais donc choisi d'aller à Combaillot, chez les oléiculteurs, parce que les oléiculteurs ont vécu une année 2011 particulièrement difficile. La floraison a été ratatinée au mois de mai parce qu'il a fait trop chaud. Ensuite, il y a eu la mouche qui a produit les effets dévastateurs d'insectes qui pondent dans les olives et qui bien entendu, les abîment. Et puis, il y a eu, pour clôturer le tout, la pluie de l'automne qui a fait que les olives sont gorgées d'eau et que la récolte a été décimée, puisqu'on a été chez, par exemple, un producteur d'olives qui a eu que 10%, je ne sais pas si vous imaginez ce que cela veut dire, 10% de la récolte de l'année précédente. Et pour alors maintenant rajouter la dernière sauce, au mois de février, il y a eu le gel des oliviers et on se retrouve avec des oliviers qui pendant 4 à 5 ans ne vont pas produire. J'ai donc souhaité faire un petit salut amical et de soutien à ces gens qui sont les gens de la terre, qui travaillent dur et qui sont soumis aux aléas climatiques. Et j'avais aimé la réaction de M. Viala à Combaillot, car plutôt que de baisser les bras face à cette adversité, je me mets à la place de ceux qui, si on leur disait, vous n'avez pas 12 salaires cette année, mais vous n'en avez qu'un et demi, imaginons ce que cela veut dire, c'est quand même c'est terrible. Mais ce que ces gens ont fait, ils ont dit, bon, ben, écoutez, on ne baisse pas les bras. Ils ont organisé un système de souscription que j'ai trouvé parfaitement ingénieux et ils continuent à se battre. Et c'est pareil pour les congéniculteurs qui, eux, se trouvent face à une adversité qui est multiple. Il y a ici notamment les risques de pollution, on le sait, on sait ce que c'est sur les temps. Et il y a eu aussi la surmortalité des seins, qui est quelque chose qui est survenu brutalement et qui fait que les congéniculteurs sont, les ostréiculteurs plus précisément, sont face à une situation qui est terrible. Et je pense qu'il est bon que ces gens-là sentent qu'il y a de la part de l'élu national, qui est aussi un acteur du territoire, une attention, une préoccupation, puisque après, sur le plan de leur démarche, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est ce que j'avais fait pour les congéniculteurs, et Madame Cossel, que je salue et que je remercie avec son mari pour son accueil, j'avais réussi à lui permettre, avec les représentants de la congéniculture de l'étang de Thau, d'être reçu par le ministre Bruno Le Maire pour apprécier cette situation sur la surmortalité des naissins, c'est-à-dire en clair que les petites huîtres n'arrivent plus à maturité et vous vous retrouvez donc dans une situation de non-production qui est redoutable. Voilà donc l'explication du choix de cette conférence de presse. Alors, maintenant je me présente à vous. Je suis politique. Et voilà le mot que j'aime. Pas depuis longtemps, puisqu'en fait, ça n'a qu'une vingtaine d'années que je suis rentré dans la vie politique. C'est en 1989, où j'ai voulu m'engager dans l'action politique, parce que la politique, c'est au sens étymologique du terme, la vie de la cité, c'est s'occuper de la vie de la cité. La politique, c'est s'occuper des autres, c'est s'occuper d'intérêt général, et c'est tout ça qui m'intéresse. À travers mes activités professionnelles, puisque j'ai été secrétaire général de mairie, ce qu'on appelle maintenant le directeur général de service, c'est-à-dire que j'ai été dans l'action publique à travers la mission de directeur de service. J'ai été directeur d'un établissement de santé aussi, directeur d'une clinique, mais m'occuper des autres de cette manière-là, j'ai voulu passer le pas, et comme me disaient mes collègues à l'époque, qui a franchi le Rubicon, j'ai voulu aller en politique, j'ai voulu rentrer en politique, j'ai voulu m'engager en politique pour être davantage acteur. Et donc c'est en 1989, j'avais à l'époque 39
que j'ai décidé d'agir et depuis donc 22 ans, j'ai eu la chance et l'honneur d'assumer des responsabilités importantes puisque j'ai été élu local, d'abord adjoint à un maire, puis j'ai été maire, puis j'ai été conseiller général, puis président de communauté de communes et après avoir fait mes classes, si j'ose dire, dans ces mandats locaux, j'ai tenté l'aventure nationale parce que je pensais que c'était un mandat qui, après le vécu que j'avais, les expériences que j'avais réussi à accumuler, pouvait peut-être correspondre à une nouvelle étape de mon engagement public. Je pensais aussi, en toute légitimité, pouvoir, par cette expérience-là, apporter quelque chose, ne pas être simplement candidat pour aller à la recherche du pouvoir, pour aller à la recherche de la place, pour être dans une démarche de carriériste. C'est pas ça qui m'intéresse. Si je m'engage quelque part, c'est pour être à fond dans ce quelque part, pour être à fond dans la mission qui est la mienne. Et si le métier de politique est dur, qui sait s'il est dur, et on vient de voir à travers l'épisode de l'élection présidentielle combien ça pouvait être rude la vie politique, on prend des coups, on en donne et on en prend. Eh bien, il faut quelque part, au-delà de cette foi de l'engagement, être chevillé au corps par la passion. Et moi, c'est la passion qui me prend, c'est vrai. Et je voudrais dire que si l'élu national a pour mission, 1, de voter la loi, 2, de participer à la Constitution, c'est le gouvernement, ou s'il n'est pas dans la majorité, d'être ce qu'on appelle dans l'opposition, si l'élu national et le député est là pour contrôler l'action du gouvernement, et ça c'est une mission importante, et cette mission a pris de l'ampleur après les dernières réformes constitutionnelles, puisque aujourd'hui, le pouvoir du Parlement est plus important que ce qu'il était il y a quelque temps. En effet, tout un tas de réformes ont permis au Parlement d'être en charge de son ordre du jour. Alors auparavant, il dépendait exclusivement de l'ordre du jour du gouvernement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le Parlement peut définir 50% de son ordre du jour. Et le Parlement, à travers les missions d'enquête, à travers les missions parlementaires, est un élément de contrôle de l'activité du gouvernement, de l'action publique du gouvernement, qui est très important. Ça, ce sont les fonctions principales. Donc, législateur, participation à la vie politique nationale, contrôle du gouvernement, mais il y a aussi un phénomène qui est lié au type d'élection que nous avons en France, puisqu'on est élu sur un territoire, à partir d'une circonscription. Moi, c'est la 4e de l'Hérault. Donc, l'élu national est aussi un acteur du territoire, puisqu'il est là, et ça, c'est ma vision à moi, en situation d'accompagnement. Les acteurs du territoire légitime sont les élus locaux, les maires, les présidents de communautés de communes, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, Françoise Pull l'a été. Ce sont eux qui sont en charge de la vie du territoire. Mais par contre, ils peuvent avoir, à un moment donné, besoin d'une liaison, d'une relation, d'un appui, d'un accompagnement au niveau national. Et l'élu national a une fonction importante de par le système électoral, c'est celui d'être engagé dans la vie locale. Et j'ai toujours considéré que cette fonction-là était importante, et je me suis toujours donné comme ligne de conduite, depuis que j'assume cette responsabilité d'élu national, de député, d'être aux côtés des acteurs du territoire. Pas à leur place, à leur côté. Et lorsque leurs combats sont légitimes, je suis avec eux. Lorsque leurs projets sont utiles, je suis avec eux. Je voudrais donner 2 exemples. Un qui concerne ce territoire, un dossier que j'ai pris avec passion et force, qui m'a amené à des combats électoraux, notamment avec un combat avec l'ancien président de la Clos, Jean Fraîche, c'est le projet de décharge de Fabrègue. Ce projet de décharge de Fabrègue, il était posé là brutalement par le président de la Clos, sans concertation avec les élus locaux. Et le maire de Fabrègue, un jour, est venu me trouver en permanence en me disant Monsieur le député, je suis désolé, mais moi, je vois arriver une décharge, je ne comprends pas. J'étais en phase de classement sur le massif de la Gardiole, j'étais en zone de protection, et maintenant, on me dit qu'il va y avoir une décharge. Là, je ne suis plus d'accord parce que ce n'est pas du tout le projet du village, ce n'est pas le projet des habitants de ce village. Par ailleurs, ça met en péril le massif,
Par ailleurs, ça met en péril l'activité économique, car il y a à côté de la future décharge une unité de fabrication de transformateurs qui coûtera le temps qui ne restera pas là. Et puis par ailleurs, moi je vous le dis, mais les élus du bassin d'Auto vous le diront, ça met en danger aussi de manière très grave le bassin d'Auto, car la décharge étant située en amont, le système aquifère et hydraulique souterrain vient vers le bassin d'Auto et on a un grand risque de pollution de l'étang d'Auto. Et si on a un risque de pollution de l'étang d'Auto, c'est là vraiment un sujet préoccupant pour les habitants de ce territoire, car on le sait, l'étang d'Auto est la perle de ce bassin et de ce canton de Metz. Donc, je me suis battu de 2004, il a fallu un combat rude, jusqu'à 2011, mais j'ai abouti. On a un dossier que j'ai permis d'accompagner. J'ai réussi avec les gardiens de la Gardiole, avec les élus, à faire reculer l'agglomération de Montpellier qui a considéré qu'en effet, il y avait un mauvais projet. Autre exemple que je voudrais citer, c'est à travers de labellisation. Les élus de Cos et Cévennes, qui se trouvent donc dans les territoires des Hauts-Cantons, à Ganges, et puis au Kellar et à Lodève et à Saint-Martin-de-Londres, ces élus-là sont partis il y a déjà quelques années avec un projet de labellisation au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir faire classer le territoire à Cos et Cévennes au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont avorté parce qu'on n'est pas labellisé UNESCO aussi facilement que ça. Eh bien, cette démarche-là des élus du territoire, des élus départementaux, des élus régionaux, puisqu'il y a 2 régions, des élus locaux, je l'ai accompagné. Il se fait que c'est vrai, mes relations avec Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'époque le ministre de l'Environnement, avec Ramayad, qui est du même parti que moi, le Parti radical, ces relations que j'ai eues avec ces gens-là ont permis pour moi de montrer mon intérêt sur un dossier. Ce que je peux dire, c'est qu'après plusieurs échecs, on a abouti cette année, l'an dernier plutôt, au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du territoire Cos et Cévennes. Et autre dossier, c'est le territoire du Pixel-Loup. Le Pixel-Loup, qui est un territoire emblématique sur le plan de ses paysages, le massif du Pixel-Loup, mais aussi de ses cultures. Je pense notamment à la viticulture, je pense au pastoralisme. Le territoire du Pixel-Loup, avec sa communauté de communes, avait échoué il y a quelques années pour se faire labelliser au titre de ce qu'on appelle les pôles d'excellence rurale. Eh bien, le président Alain Boulet, avec la quarantaine de maires de ce territoire-là, m'ont sollicité, car ils considéraient que je pouvais les accompagner en tant que député sur ce projet-là. Et je les ai accompagnés parce qu'ils avaient un projet légitime, parce qu'ils avaient une démarche et une méthode que je trouvais intéressante. En effet, ils avaient travaillé à travers un comité de pilotage très ouvert, où l'ensemble des institutionnels étaient présents, sans sectarisme, ouvert. J'ai donc accompagné ce territoire et il a été labellisé pôle d'excellence rurale. Voilà, si vous voulez, ce qui est ma vision à moi, en tant que parlementaire, par rapport à l'accompagnement du territoire. Alors ce territoire, je voudrais quand même vous en parler. Moi, j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est marquée par des paysages extraordinaires. Ganges et Cévennes, le Kellar et le plateau du Larzac, le Pixel-Loup dont je vous ai parlé. Il faut s'installer à Valfonès ou à Saint-Mathieu-de-Tréviers pour comprendre ce que c'est que le Pixel-Loup. C'est une vision extraordinaire. C'est certainement une des plus belles photos qu'on puisse faire. Le lac du Salagou, avec des terres rouges de la Ruffe ou du Lot-des-Bois. Vous avez la haute vallée de l'Hérault, la vallée de l'Hérault, et puis vous avez maintenant, ici, je n'ai pas besoin de vous en parler, il suffit de regarder ce qu'est le territoire de Metz, le territoire du canton de Metz, de l'étang de Thau. Moi j'ai toujours dit, Sète n'est jamais une ville aussi belle que lorsqu'on la voit depuis Mouzig, ou depuis Oupian, ou depuis Metz, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une ville que j'adore quand je vais à Sète, que je vais sur les quais de la Marine, quand je vais sur la Corniche, mais j'adore aussi la voir calme, tranquillement, lorsque je suis assis sur la bande du côté ce côté de l'étang de Thau. Donc, j'ai des territoires extraordinaires, ce sont des paysages, et je voudrais dire aussi que c'est une circonscription qui, si elle a de beaux paysages, elle brille. Elle brille pourquoi? Je vais vous parler de la qualité des produits du terroir. Que ce soit le Roquefort, que ce soit le Pélardon, que ce soit le Pérail, que ce soit les veines du Pixel-Loup, les veines d'Aniane, les veines de la vallée de l'Hérault, hein,
que ce soit l'élevage bovin, caprin ou ovin. J'ai une palette en matière de producteurs qui est extraordinaire, même avec des communes qui ont réussi à donner leur nom à un pain. Je veux parler du pain de l'Odève, le pain paillasse.